Bien, bonsoir à tous et à toutes. J'allais vous demander de me pardonner pour mon retard, mais en fait, il est 8h01. J'en profite pour saluer la présence du maire de Laxou, bien caché, et saluer aussi un conseil quasiment au complet, et le retour de notre collègue Maryse en forme. Alors, on m'indique que le conseil municipal est filmé et diffusé en direct sur la page Facebook de Villers-lès-Nancy. Vous avez remarqué que malheureusement, nous sommes obligés de réduire de façon assez sévère le nombre de participants ou de spectateurs, donc c'est quand même une bonne chose. Il sera accessible ultérieurement, là c'est en direct sur Facebook, et il sera ultérieurement accessible sur la page, enfin cette fois sur le site www.villers-lès-nancy.fr. Si je n'ai pas mon conducteur, je ne vais pas y arriver. Il nous faut désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. Je vous propose de désigner Stéphanie Texera, qui a changé de côté. Voilà. Ce soir, comme souvent d'ailleurs, mais les collègues de droite sont vénards, hein, il faut le reconnaître, puisque le chauffage arrive. Le chauffage arrive, il a été enclenché à 18h par la métropole du Grand Nancy, puisque nous sommes désormais branchés sur le chauffage urbain, et le chauffage urbain n'était pas branché. Je dois avoir la liste des présents, je l'ai perdu. Stéphane Klopp a donné pouvoir, il est là. Ah oui, mais il a donné pouvoir. Il n'a pas donné pouvoir. Nathalie Angèle a donné pouvoir à Marie-Claude Delus. Gérard Pals est là. Annie Laurin a donné pouvoir à Gérard Pals. Et nous y voilà. Et Didier arrive. Nous y voilà, on y arrive. Alors, après ces tâtonnements, nous en arrivons aux décisions prises en application de la délibération du 10 avril 2014, par laquelle le conseil municipal a délégué ses pouvoirs au maire, ce qu'on appelle traditionnellement les décisions du maire. Comme vous l'avez vu, il y a pas mal de DIA, ce qui montre une reprise heureuse d'ailleurs de l'activité immobilière, et puis un certain nombre d'autres. Y a-t-il des questions ou des remarques? Pas particulièrement. Merci beaucoup. Je vous propose d'approuver le compte-rendu de la séance précédente du conseil municipal, le conseil municipal du 29 juin 2020. Y a-t-il des demandes de modification, des objections, des oppositions? Merci beaucoup. Nous avons malheureusement, dans les semaines qui viennent de s'écouler, eu la douleur de perdre successivement un agent de qualité, jeune, qui a fait une maladie dont il n'a pas survécu, qui s'appelle Samy Basselin, qui était un agent des services techniques, un agent de valeur, encore une fois. Et puis, nous avons aussi, la semaine dernière, eu la douleur de perdre notre ancienne collègue Annie Michenon, qui avait été élue jusqu'aux élections de mars 2020. Et je vous propose donc, en leur mémoire à tous les deux, d'observer une minute de silence.
le premier rapport est à mon rapport. Il s'agit de la désignation de représentants du conseil municipal au sein des commissions métropolitaines. Alors, je voudrais exposer un petit peu de quoi il retourne. C'est une innovation, ça je pense qu'ici tout le monde le sait, même s'il y avait déjà dans la mandature précédente, dans les mandatures précédentes d'ailleurs, la possibilité pour les communes qui disposaient de peu de conseillers métropolitains de pouvoir, en clair, suppléer leur petit nombre de conseillers métropolitains en participant, en désignant des représentants des communes pour siéger dans certaines commissions. Là, on voit bien que la volonté, c'est de passer une vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'est celle où on peut rechercher à la fois, et même on doit, et c'est sans doute la seule solution, que de rechercher à la fois d'avoir plus de métropoles, et on en manque, je pourrais vous expliquer, à mon avis, mais aussi d'avoir plus de communes et d'avoir plus de travail entre la métropole et les communes. Sauf que pour ça, pour qu'à la fois des élus communaux aient plus l'esprit métropolitain, que de l'autre côté la métropole connaisse mieux les communes, et croyez-moi dans ces deux domaines il y a des marges de progression, et que aussi on soit capable de chercher encore plus les synergies entre les échelons de proximité que nous sommes et l'échelon métropolitain, qui est un échelon qui a à la fois plus de moyens, mais aussi plus de distance. Un exemple très simple. On modifie de façon expérimentale le carrefour du square du Pont-de-Villers et le boulevard Quatennose. Ça ne peut pas se faire sans la métropole. D'abord parce que juridiquement, c'est la métropole qui a la compétence en termes de voirie. Mais deuxièmement, parce que la compétence tout court, la compétence technique, elle est à la métropole. Pouvoir nous dire, on voudrait et on pourrait tester l'éventualité d'un rond-point en supprimant un feu rouge parmi les plus fréquentés de la commune, nous, on ne sait pas le faire. Donc, on voit bien, c'est la métropole qui fait ça. Mais derrière la métropole, quand il s'agit de parler avec les habitants, quand il s'agit de savoir où vont être les points d'interrogation, de difficulté, de participation, de concertation, la métropole, elle ne sait pas faire. Et donc, cet exemple-là, je prends cet exemple-là parce que c'est le plus récent et puis parce que c'est le plus évident pour pouvoir dire la métropole fait ceci et les communes font cela. Mais on va l'avoir extrêmement souvent, ce sujet. Quand on va reparler demain, dans quelques semaines, du plan local d'urbanisme intercommunal, s'il n'y a pas cette intrication, et pas seulement pour que nous, on fasse de la concertation, mais aussi pour que la commune puisse exprimer ses attentes de commune, du territoire communal, par rapport à un plan qui est, Dieu merci, intercommunal, parce que entre des communes voisines, on ne peut pas avoir des attitudes qui soient radicalement différentes, eh bien, on voit bien que pour ça, il faut qu'on se fréquente mieux, qu'on se connaisse mieux et qu'on se comprenne mieux. Donc, il y a moyen d'avoir des progrès dans ce domaine. L'institution la plus fondamentale qui est en cours d'approfondissement très important, c'est la conférence des maires. La conférence des maires, ça permet d'associer en tant que telles les communes sur une série de décisions métropolitaines. Mais en revanche, ça serait dommage, et on a cherché dans la mandature précédente, on a déjà travaillé à tourner autour de ça, mais c'était des moments plus ponctuels, moins efficients. Ce serait dommage de ne pas saisir l'occasion de la volonté importante de tous les élus que vous êtes de participer. Et ce soir, on va désigner 12 élus, et je suis sûr que beaucoup d'autres
souhaiteraient ou auraient souhaité participer aussi à ces travaux des commissions, mais après ça fait des commissions très nombreuses, ça devient difficile. Et bien donc cette façon de pouvoir mieux connaître et mieux comprendre la métropole, je crois, sous le contrôle de notre élu plus particulièrement en charge, Pascal Jacquemin, que c'est fondamental. Donc c'est ça qu'on vous propose ce soir. Et on vous propose une deuxième innovation. Parce que, après échange avec le groupe de la minorité, qui m'a fait part de sa volonté de pouvoir participer à ces commissions, j'ai pensé que c'était une bonne idée. Je tiens à dire que ça n'est nullement une obligation. Ça n'est nullement une obligation, d'ailleurs, ça n'est tellement pas une obligation que beaucoup de communes ne vont pas le faire. Je ne sais pas combien vont le faire, on verra d'ailleurs, c'est intéressant. Et ça n'est nullement une obligation puisque, effectivement, on doit désigner 2 représentants dans chacune et successivement des 6 commissions. Et donc, si on avait voulu appliquer la stricte règle de la majorité, nous aurions eu pour la majorité 2 élus sur chacune de ces 6 commissions. On en a parlé avec Cyril Perrault et ce n'était pas notre plan initial, je le dis, mais ça m'a semblé être quelque chose de bien parce que, après ce que je viens de dire, pourquoi on ne chercherait pas aussi à faire progresser la connaissance et l'esprit métropolitain dans chacune des minorités de l'ensemble de la métropole? Je ne vois pas pourquoi. Donc, en appliquant la proportion qui est habituellement celle des élections proportionnelles quand nous votons, c'est-à-dire effectivement pour donc 6 désignations, ça fait une opportunité pour la minorité. C'est ce que je vais proposer de vous proposer de faire. Et je pense que c'est voilà, c'est un progrès. Ça ne cherche pas à être ni un gadget ni un signal. Ça cherche juste à être conforme à la façon dont on essaye de construire. C'est pas simple de construire la métropole. C'est pas simple de se connaître et c'est pas simple de faire en sorte que, par exemple, nous soyons tous, chaque commune, capable de ne pas nous dire « Ah, je suis maltraité. Ah, je suis moins bien traité que les autres. » Ça, c'est un réflexe permanent. Ça me traverse l'esprit aussi, je vous assure. Et c'est aussi ce qui nous fait avancer pour réclamer des choses pour Villers. Mais de temps en temps aussi comprendre qu'il y a un objectif qui n'est pas seulement de couper un gâteau en 20 et de faire en sorte que ces 20 soient servis par le gâteau, mais juste de faire grossir le gâteau, ça vaut la peine. Donc, pour ces raisons-là, je pense que la délibération qui vous est proposée ce soir est une délibération importante et que charge en sera aussi à celles et ceux qui siégeront dans ces commissions de nous aider et de nous apporter aussi une forme de culture sur les sujets dont ils seront informés. Ça changera de ce qui est parfois la litanie des rapports, mais sur lesquels nous aussi on a la volonté avec Pascal Jacquemin de travailler pour que ce soit plus vivant, plutôt que de ramener un rapport annuel indigeste, qu'on puisse avoir des débats sur ces différentes politiques métropolitaines. Je pense que du coup, on aura, on instillera un peu de métropole dans nos conseils municipaux, et retour, espérons qu'on instillera un peu d'esprit municipal dans les décisions métropolitaines, mais je n'en doute pas. Donc, pour être plus technique, le Conseil métropolitain, le 10 septembre, a créé 6 commissions. On pourra corriger dans la version définitive la coquille. Ces 6 commissions sont les commissions mobilité, attractivité et partenariat, développement urbain, transition écologique, vie sociale, services et espaces urbains, finances et ressources. Ces commissions sont composées d'élus communautaires et conformément aux dispositions de l'article L. 5211-40-1 du Code général des collectivités territoriales, d'un élu municipal et un suppléant
qui ne soit pas un élu métropolitain pour chacune de ces commissions. Ainsi, cette participation permet un partage des connaissances du territoire et une meilleure articulation des politiques publiques locales. Donc, je vous propose, sans grande concertation d'ailleurs, je l'assume, mais je les avais prévenus, mais vous allez voir que tout ça, personne, je pense, ne sera surpris ou en tout cas profondément déstabilisé. Pour la commission mobilité, les noms de Patrick Fèvre et Bernard Manjol. Pour la commission attractivité et partenariat, les noms de Gilliane Simonin et Charles-Antoine Boivin. Pour la commission développement urbain, transition écologique, les noms de Stéphane Klopp et Gérard Paltz. Pour la commission vie sociale, Christine Fléchon-Paglia et Marie-Claude Deluce. Il y a culture dans vie sociale, je préviens pour qu'on ne soit pas surpris. Pour la commission services et espaces urbains, Gérard Paltz et Stéphane Klopp, une espèce de binôme qui est totalement interchangeable. Et pour la commission finances et ressources, Blandine Souvet et Valérie Rampon. Je mets ces décisions. Alors, d'abord, je vous propose de voter pour que nous ne votions. Il s'agit de décisions nominatives. Par conséquent, il faut que nous délibérions préalablement pour ne pas avoir de vote à bulletin secret. Clairement, je crois qu'on n'a pas apporté l'urne, donc je vous propose de voter favorablement pour que nous votions à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et donc, corrélativement, je vous propose donc d'adopter ces 12 noms. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour elle et pour eux et bon travail. Il faudra dans le même temps que vous n'hésitiez pas à être proactif vis-à-vis des présidents et présidentes de commission, dont un est présent ce soir avec Cyril Perrault, pour faire vivre ces commissions. Parce qu'une commission, c'est une litanie de délibération, bien sûr, et il faut le faire, et c'est pour ça aussi qu'elles existent, mais il faut aussi qu'elles soient des lieux d'échange et surtout d'information. Voilà. Sujet important. Merci de ce bon travail collectif. Le deuxième sujet, n'étant pas dépourvu d'éléments sportifs, est au rapport de Bertrand Folz. Il s'agit du règlement intérieur du conseil municipal. Merci, Monsieur le maire. Donc, comme vous l'avez dit, l'article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales fait obligation aux communes et aux EPCI d'élaborer le règlement intérieur qui a pour objet de déterminer les modalités de fonctionnement de leur conseil des droits des élus au sein de l'Assemblée municipale. Le 25 mai dernier, nous avons créé une commission spéciale pour l'élaboration du règlement intérieur. Cette commission qui s'est réunie 3 fois. Les travaux de cette commission ont été mus par 3 objectifs. Le premier, c'était un objectif juridique, vous vous en doutez. C'était de mettre en conformité le règlement intérieur avec le Code général des collectivités territoriales. Parce que oui, même le Code général des collectivités territoriales évolue. Il y a une petite réforme de temps en temps. Moins que le Code du travail, mais un petit peu quand même. Le deuxième objectif, c'était un objectif administratif. On souhaitait que notre règlement intérieur soit adapté à la situation de Villers, que ça ne soit pas simplement une litanie d'articles du Code général des collectivités territoriales. Et d'ailleurs, à ce sujet, il n'aura échappé à la sagacité d'aucun membre de ce conseil municipal que nous avons interverti 2 articles, les articles 30 et 31 du règlement intérieur. Et je ne vous spoilerai pas la fin, je vous laisserai les lire pour voir pourquoi nous avons interverti l'article 30 et 31. Et puis, le troisième objectif, c'était un objectif lié aux nouvelles technologies et à la communication. Nouvelles technologies, parce qu'on le voit sur la table en ce conseil municipal, on choisi l'option numérique et la dématérialisation, et également l'intégration des réseaux sociaux dans le règlement intérieur.
Donc, une fois qu'on a pu adapter le règlement intérieur, nous avons donc finalisé cela. Mais on s'est rendu compte lors de la commission que tout ça, c'était bien, mais comme on le voulait vivant et qu'on le voulait qu'il soit proche de la réalité, nous avons convenu, alors en droit privé, on appelle ça une clause de revoyure. En droit public, ce n'est pas possible de l'intégrer dans le code général, dans le règlement intérieur. Donc nous avons décidé, et il en sera, je pense, donné acte ce soir, de nous revoir à la fin de l'année prochaine pour réexaminer le règlement intérieur et, si besoin, l'amender de nouveau. S'il n'y a pas besoin, il continuera comme ça pour la fin de la mandature. Je profite juste de cette tribune pour remercier les services qui nous ont bien aidés sur ce dossier, et en particulier 3 personnes, M. Clément pour son expertise juridique, Aurélia Thiel pour son expertise en matière de gestion administrative, et puis Catherine de Rosa pour son expertise en matière de gestion des réseaux sociaux et des nouvelles technologies. Donc merci aux services. Au bénéfice de ces quelques explications, il est demandé au Conseil municipal d'adopter le règlement intérieur du Conseil municipal tel qu'il vous est joint à la présente délibération. Merci Bertrand. Y a-t-il des prises? Oui, vas-y. Ah, pardon. C'est bon? Monsieur le maire, chers collègues, donc une courte intervention pour dire que le travail au sein de cette commission nous a semblé particulièrement constructif. Nous avons le sentiment d'avoir été entendus et c'était important pour nous de le souligner. Je souhaitais aborder la question de la clause de revoyure, mais je viens d'avoir la réponse à cette question. Donc on a juste une question qui a émergé dans notre groupe d'élus. C'est la question du local. Alors, local qui ne peut constituer une permanence, d'après le Code général des collectivités territoriales, mais pour lequel nous souhaiterions cependant pouvoir avoir accès dans le cadre de rendez-vous précis avec des citoyens qui en feraient la demande. En effet, pour nous, tenir une permanence, c'est dire nous serons présents, par exemple, samedi matin de 8h à midi. Venez nous voir. Et cela est bien différent du fait de pouvoir recevoir sur rendez-vous dans un lieu défini en mairie un citoyen qui nous en ferait la demande en tant qu'élu. Ainsi, notre demande est la suivante. Pouvons-nous disposer de ce local pour recevoir des citoyens sur rendez-vous qui en feraient la demande? Je vous remercie. Merci. Bertrand. Oui, alors, malheureusement, au regard du Code général des collectivités territoriales, et je parle sous le contrôle de M. Clément, non, normalement, votre local est simplement là pour vous permettre de vous réunir entre vous au sein même de l'opposition. Donc, normalement, vous ne pouvez même pas avoir de personnes extérieures au groupe d'opposition. Donc, après, je ne sais pas ce qu'on délibérera, mais d'un point de vue juridique, techniquement, ce n'est pas possible. Cyril Perrault, puis après, j'aurai une proposition à vous faire, que j'improvise. Ce n'est pas tant la question du local. Nous considérons que nous sommes élus, au même titre que les élus de la majorité, et que nous pouvons être sollicités par des citoyens pour des rendez-vous. Donc si ce n'est pas possible de le faire au local, nous souhaiterions, dans la mesure du possible, pouvoir le faire en mairie avec votre accord sur un créneau horaire ou une salle qui nous serait mise à disposition à notre demande. Donc c'est un peu ça l'idée. Si ce n'est pas possible au local, que ça se fasse en mairie, ça nous semblerait intéressant. Alors, c'est exactement la proposition que j'allais vous faire. Donc, les grands esprits se rencontrent ce soir. Ce que je pense, alors effectivement, je crois qu'il y a des aspects juridiques qui sont assez stricts. Pour autant, il me paraît assez difficile d'imaginer qu'il ne soit pas possible d'avoir un site de rendez-vous, pardon, un lieu de rendez-vous. Je perçois que c'est ambigu, alors que ce n'était pas du tout mon but, j'essayais d'être sérieux. Un lieu de rendez-vous, et je dirais même, il ne me semblerait pas aberrant qu'on identifie tout simplement une salle de permanence, qui d'ailleurs pourrait permettre, alors je ne sais pas si on appelle ça comme ça, il faut qu'on voit comment ça se danse sur le plan juridique, je ne veux pas faire d'aberration ce soir, mais qui pourrait permettre aussi
le cas échéant, à d'autres élus de tenir permanence. Ça pourrait se faire tout simplement, on bloque des bouts de créneaux, voilà, une fois qu'on a un rendez-vous. Je pense que ça, il faut qu'on y réfléchisse. Alors, on a des locaux qui ne sont plus aussi exigus qu'ils y paraissaient, mais qui sont quand même assez mal disposés, y compris d'ailleurs le local de l'opposition, qui n'est pas le truc le plus formidable qui soit. C'est pas par plaisir, mais c'est simplement que les locaux sont assez mal disposés. Ce que je vous propose, c'est que d'ici au prochain conseil municipal, on essaye d'identifier l'endroit où des rendez-vous pourraient se tenir, et avec des systèmes de créneaux. On demandera à nos amis sportifs de gérer les créneaux. Ils savent faire ça très très bien. Et c'est moins compliqué. Enfin, non, mais qu'on puisse réserver certains créneaux à la minorité et en réserver d'autres à la majorité. Voilà. Mais donc, ça ne peut effectivement pas être le local. Je comprends le sujet. J'avoue que je ne l'avais pas identifié, mais on va trouver la possibilité pour que ça se fasse. Voilà. Tant que j'y suis et que nous sommes dans les moments de coopération et d'ouverture, indépendamment de ce règlement intérieur, j'ai souhaité qu'on constitue pour notre publication qui est le Ville Nouvelle un comité éditorial qui aurait pour mission de trouver, de suggérer, de proposer les différentes rubriques abordées, sachant que je pense que quelquefois on a une petite tendance à la routine et il y a peut-être parfois des choses auxquelles on n'a pas pensé et qui sont susceptibles d'intéresser les Villarois, que ce soit d'ailleurs dans l'action municipale ou dans d'autres sujets. Donc, on est en train de constituer ce comité qui va rester un comité informel. C'est pas un truc, c'est pas l'agence TAS pour les plus anciens. Je vois qu'il y en a qui suivaient. C'est quelque chose qui est au contraire destiné à suggérer, à proposer, sachant qu'au final, il y a des choix éditoriaux qui finissent par être faits et par être rendus. Et ce comité aura quelques élus. Dans ces quelques élus, j'ai proposé que la minorité nous suggère un ou une représentante. Et on associera aussi quelques Villarois. On va proposer des candidatures, on va faire un appel à candidature dans le prochain Ville et Nouvelle et on essaiera de trouver des profils aussi différents que possible. Voilà, je voulais vous indiquer ça. C'est pareil, c'est pas obligatoire, mais ça fait du bien. D'autres remarques sur le règlement intérieur? En tout cas, merci de ce très bon travail d'équipe, effectivement, et de pouvoir poser les bases d'un travail sain dans la mandature. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport suivant est au rapport de Valérie Rampon. Il s'agit de désigner un représentant pour siéger au conseil d'administration de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales. Bonsoir. Donc, la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales, ou SMACL Assurance, couvre les collectivités territoriales, leurs élus, leurs agents territoriaux et les associations. Donc, Monsieur le maire s'est désengagé de ses compétences en matière de préparation et de passation des marchés des publics d'assurance par arrêté le 28 mai 2015. Le conseil municipal a également autorisé par délibération le 24 septembre 2018 Monsieur le maire à siéger en tant que représentant permanent de la commune de Villers-lès-Nancy au sein du conseil d'administration de la SMACL Assurance. Suite au renouvellement du conseil municipal en date du 25 mai 2020 et après avis favorable des commissions compétentes, il est demandé ce soir au conseil municipal de désigner Monsieur le maire comme administrateur au sein du conseil d'administration de SMACL Assurance au titre de représentant de la commune et d'autoriser Monsieur le maire à représenter la ville de Villers-lès-Nancy
au titre de mandataire mutualiste SMACL Assurance, siégeant à l'Assemblée générale jusqu'à la fin du mandat restant à couvrir. Merci, je ne sais pas ce que c'est que ça. Juste pour vous indiquer que, évidemment, étant concerné par ce vote, je ne participerai pas au vote. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est une belle mutuelle. Un jour, je vous en parlerai. Voilà. Et d'ailleurs, pour l'anecdote quand même, sachez que pendant un certain temps, la ville de Villers avait choisi un autre assureur sous la responsabilité d'Olivier Hureau, qui était un assureur lituanien, ce qui a quand même fait un peu mal, si je puis dire, et les choses étant rentrées dans l'ordre, c'est pas forcément dans l'ordre de s'assurer à la SMAC, mais enfin, étant quand même revenu sur des assureurs, il y a d'autres assureurs de collectivités que la SMAC, hein, rassurez-vous, il y a AXA, le deuxième gros assureur des collectivités, c'est AXA. Étant revenu plus dans l'ordre, nous avons abandonné la Lituanie, qui nous semblait être quand même une aventure un peu singulière, mais très économique, je le reconnais. Alors, au rapport d'Olivier Hérault, justement, la convention d'accueil des enfants du personnel du CNRS à l'accueil de loisirs sans hébergement. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, on avait travaillé sur les marchés, sur le mieux-disant et économiquement très intéressant. Voilà, les autres ont compris le message, donc je suis ravi que tout le monde ait repris des propositions financières adaptées à la situation de notre commune. Alors, pour cette convention, c'est un renouvellement que l'on a avec le CNRS qui permet d'accueillir les enfants des salariés au titre de leur participation financière, donc avec le comité local d'action sociale du CNRS de Nancy. Et donc, c'est un contrat de 3 ans qui permet donc à ces enfants d'être accueillis dans nos accueils de loisirs sans hébergement. Voilà, c'est un dispositif qui permet d'être solidaire avec ces enfants qui ne sont pas forcément Villarrois. L'idée, c'est qu'on puisse ensuite émettre, au travers de cette convention, des factures directement auprès du comité local d'action sociale, et puis de pouvoir accueillir ces enfants. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention que vous avez en pièce jointe et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à la signer, ainsi que tous les avenants, le cas échéant. Merci. Y a-t-il des remarques? Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Toujours au rapport d'Olivier Hérault, la convention relative au fonctionnement de l'accueil périscolaire à la maternelle de Rueil. Alors là aussi, c'est une convention qui existe depuis des années, donc il s'agit de la reconduire pour l'exercice 2020-2021. En préalable de cette présentation, vous informez que la rentrée scolaire s'est passée dans de très très bonnes conditions. Nous avons accueilli nos 1030 enfants sur Villers, ouvert 2 classes. Les conditions sanitaires ont été bien respectées. Je remercie donc tout le personnel municipal qui a bien œuvré pour mettre en place ces conditions, le personnel qui les accompagne, et nos ATSEM, les enseignants, les directeurs d'école qui ont joué le jeu. Aujourd'hui, on n'a pas eu de cas particuliers, de problématiques particulières, donc tout fonctionne bien. Et donc, on peut continuer à envoyer nos enfants à l'école sans risque. Pour cette convention avec la maternelle de Rueil, donc l'association des parents d'élèves, l'idée simplement, c'est de travailler conjointement avec eux sur le fonctionnement. Donc, l'association de parents en assure le fonctionnement et la gestion. Et puis nous, on a mis à disposition un certain nombre d'animateurs qui leur permettent d'être opérationnels, en contrepartie de laquelle l'association nous reverse 3 300 €. C'est la participation financière qui est inscrite à l'article 5, voilà, pour la période de l'année scolaire en cours. Voilà, si vous avez des questions, il faut que je lise la partie du texte. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à la signer, ainsi que les avenants y afférents le cas échéant. Merci. Des remarques sur cette spécificité, mais qui fonctionne bien? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Toujours au rapport d'Olivier Hérault, un plat de résistance, la candidature au label Ville Amie des enfants 2020-2026.
c'est parti. Alors, pour cette intention de candidature, ce qu'il faut savoir, c'est que la Villers est amie de la ville, est ville amie de l'UNICEF, ville amie des enfants depuis 3 ou 4 mandats, 2003, 2010. Enfin, ça fait un certain nombre d'années. Cette année, donc on peut remercier les équipes précédentes qui avaient initié ce projet. Donc ça, c'était une très très bonne idée. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, toutes les actions qu'on montait pour les enfants qui aient 3 mois ou 17 ans, étaient déjà bien fournies sur la commune. L'idée pour nous, et on peut le présenter au niveau du diaporama, je ne sais pas si vous pouvez le basculer, c'est cette année, l'UNICEF a élaboré un guide qui permet un peu de présenter toutes les actions qui sont possibles. Alors, je ne sais pas si côté technique, il est prêt. Allez, voilà. Et puis, on reviendra sur la délibération après. Donc là, le Ville-Amie des enfants, pour les personnes qui ne connaissent pas encore très très bien, c'est un label qui reprend, c'est centré autour de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est fêtée le 20 novembre de chaque année, qui reprend tout ce qu'une ville, un département, une collectivité, un collectif doit mettre en œuvre pour protéger sa jeunesse. On le retrouve dans le slide suivant sur les 5 piliers des droits des enfants, que sont le droit à la vie, bien sûr, au bien-être et un développement harmonieux. C'est ce qu'on retrouve autour de la bienveillance qu'on a auprès des enfants en crèche, dans nos écoles, dans nos clubs de sport, dans nos centres culturels. Le droit à la protection à l'équité, en France, c'est assez banal à dire, mais on est sous l'égide de l'égalité et de la fraternité. Donc ce principe-là, il est tout à fait naturel chez nous, d'une manière générale, mais en tous les cas, il est important de le préciser. Il existe au sein de cette convention internationale. Le droit à l'éducation, c'est tout simplement que chaque enfant a droit à l'éducation tel qu'il soit. Donc il n'y a pas de notion d'origine sur cette partie-là. Le droit à l'expression, à l'écoute et à la participation, ça c'est ce qu'on peut faire avec les enfants, notamment quand on va, c'est l'exemple qu'on peut donner avec le conseil municipal d'enfants, c'est tout simplement leur permettre de s'interroger sur la vie de la commune, sur la vie en général, et puis de pouvoir également participer, c'est ce qu'on va faire avec Stéphane pour la fête de la nature dans quelques semaines. Voilà, il nous avait demandé de faire une action de nettoyage, une espèce de marche éducative et de ramassage. Donc voilà, on va l'organiser. C'est le dimanche 11 octobre. 11 octobre, merci, un dimanche matin. Donc les parents et les enfants sont les bienvenus pour ça. Et donc ça, c'était une idée qui émanait du conseil municipal d'enfants. Donc voilà, on les écoute, on les fait participer à toutes ces actions. Je me rappelle aussi, et je cite une action que le conseil municipal d'enfants avait fait lors de République en tête. Il y avait participé à un certain nombre de manifestations. Là aussi, les enfants avaient eu leur droit de parole, leur droit d'écriture également, puisqu'ils avaient participé à un mur d'écriture qu'on avait fait dans le cadre de l'opération Je suis Charlie, si vous vous souvenez, il y a quelques années maintenant. Et ça aussi, c'était un moment très émouvant pour nous par rapport à cette action. 5e pilier, le droit à la connaissance et à l'application de tous ces droits, c'est de s'assurer au travers de cette convention et puis de nous tous, adultes, que tout ça est bien harmonieusement mis en place et que tout le monde le respecte d'une manière générale. Ensuite, on aura, alors sur le slide suivant, des engagements à prendre. Donc on va y travailler là, sur les semaines qui viennent. Je passe vite cette partie-là, c'est des exemples qui sont donnés, mais la plupart des choses sont déjà réalisées par nos actions municipales. Le slide suivant, c'est un peu les étapes qui reprennent tout ce que l'on doit faire pour réaliser et réussir ce label. Nous en sommes donc aujourd'hui à l'étape 4, puisque c'est la présentation au niveau du conseil municipal de l'intention de candidater. Nous aurons à travailler, et ça, ce sera l'étape 6, et qui est présentée sur le slide suivant, sur des exemples sur un plan d'action municipal, dont des exemples sont donnés sur cette présentation. Vous voyez tout ce qu'on peut imaginer par rapport à ça. Si on prend l'égalité filles-garçons, c'est le pilier numéro 2 dans les recommandations. C'est notamment ce qu'on peut faire dans les cours de récréation. C'est quelque chose qui m'avait un peu étonné il y a quelques années.
c'est qu'aujourd'hui, une cour de récréation on va dire qu'il y a à peu près autant de garçons que de filles dans cette cour. Et ben, les garçons occupent 80% de l'espace et les filles 20%. Donc on pourrait imaginer, je ne vous dirai pas pourquoi, mais je vous laisse imaginer, on pourrait imaginer que cette cour de récréation soit disposée différemment pour qu'elle permette une répartition un peu plus équitable ou égalitaire. Alors, c'est plus foot et non-foot. Un certain nombre de jeunes filles jouant au foot, elles peuvent contribuer aussi à cette appropriation de la cour de récréation, à laquelle j'ai activement contribué quand j'étais moi-même dans ces classes. Mais bon, effectivement, le résultat est quand même celui-là. Pardon. Parce que effectivement, c'est un exemple. Vous voyez donc toutes ces actions que l'on souhaitera mettre en place, qu'on vous représentera donc lors d'un conseil municipal pour pouvoir ensuite acter la candidature. Donc voilà, on est dans l'étape, nous, collective de présentation de ce dossier que je souhaitais vous présenter ce soir lors de ce conseil municipal. Si je reprends la délibération... Il faut approuver l'intention donc de candidater à Villamy-les-Enfants, d'autoriser M. le maire et son représentant à confirmer son intention de candidature et remplir le questionnaire d'évaluation, qui est un vrai travail en commun qui est fait par tous les services. Et ça permet également de mettre en exergue toutes les actions que chaque service, chaque délégation met en œuvre pour le bien-être des enfants. Cyril Perrault. Non, juste un petit mot pour vous redire que c'était effectivement en 2006 que, sous l'impulsion de Pascal Jacquemin, mais aussi d'Elisabeth Picot, que nous avions effectivement commencé ce partenariat avec l'UNICEF. Et donc, je vous remercie de poursuivre, évidemment. Bon, je pense que ce qui est un tout petit peu dommage, je trouve, dans la présentation de l'UNICEF, mais vous avez déjà corrigé le tir, je dirais, je trouve que l'éducation à l'environnement n'est pas suffisamment présente dans leurs documents de référence. Mais bon, on a toute l'attitude pour... je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment aussi avoir cet axe-là dans les engagements qui seront pris à l'occasion de ce renouvellement. Merci. D'autres... Pardon, je te le donne. Oui. Merci. Oui, c'est tout à fait ça. Sur la partie développement, éducation à l'environnement, on est sur cet axe-là de travail. Donc, je vous confirme que ce sera un axe fort des engagements que l'on souhaite prendre. D'autres remarques? S'il n'y en a pas, je voudrais quelques mots de conclusion. D'abord, pour dire, je me suis très mal exprimé, puisque ce qu'on fait là, c'est beaucoup plus que d'aller chercher un label, qui était mon titre tout à l'heure. C'est travailler, effectivement, et d'ailleurs y compris quelquefois plus ou différemment peut-être de ce que l'UNICEF nous incite à faire, à changer les mentalités, mais à changer nos mentalités, et à faire évoluer l'ensemble de nos politiques pour les rendre plus proches, effectivement, des enfants, de leurs besoins et de la préparation de leur avenir. Donc c'est le double travail de mettre en cohérence une série de grandes politiques. C'est Olivier qui rapporte, mais ça aurait pu être d'autres élus qui rapportent avec lui. Et aussi d'être dans la vigilance de ce qu'on oublie quelquefois. L'anecdote de la cour de récréation, et même si j'ai choisi de la prendre en souriant, elle est très parlante, parce que c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on peut faire des choses. Mais bon, il y a les habitudes, il y a le fait qu'on a peut-être parfois d'autres priorités, puis que ça gère la simplicité, que comme ça on a peut-être moins d'ennuis dans la cour de récré, etc. Donc c'est tout un travail qu'il faut engager et pour lequel je pense que l'intérêt, cette fois, de cette labellisation, parce que c'en est quand même une, c'est de nous obliger à faire masse, à globaliser tout ça et à être capable à un moment donné de dire on va dans ces directions-là. Donc je pense que la présentation était très, très synthétique, très intéressante et je pense que ce sera une belle démarche à effectivement poursuivre puisqu'elle a été engagée avant nous, c'est tout à fait exact, et à approfondir. Je le mets aux voix, qui est contre, m'étonnerait, qui s'abstient, m'étonnerait aussi. Merci de cette unanimité. Le sujet suivant est à mon rapport
un sujet dont nous avions déjà parlé une première fois, c'est la création d'un comité économique villarois. Et à juste titre d'ailleurs, la minorité nous avait indiqué que les délais d'examen et de préparation, et même d'ailleurs d'approfondissement de ce dossier, n'étaient pas optimales pour le présenter au mois de juin. Nous avons donc choisi de le retravailler, surtout de le réexpliquer. Et donc, je crois que ce qui est important dans cette démarche, c'est que, d'abord, c'est aujourd'hui une simple évidence. C'est une évidence parce que, alors il y a les évidences négatives. Aujourd'hui, une commune n'a plus beaucoup de liens avec son tissu économique. Les conditions dans lesquelles on a fait évoluer l'impôt économique les impôts économiques principaux, que sont l'ancienne taxe professionnelle devenue CVAE, le versement transport, quelques sujets, quelques taxes plus, comme la taxe d'équipement, les taxes plus modestes sous le contrôle de Valérie. Toutes ces taxes-là, aujourd'hui, on ne les voit plus. Elles sont à la métropole, on n'est plus concerné. Et derrière, on n'a plus d'intérêt, entre guillemets, à développer le tissu économique. L'intérêt sonnant et trébuchant. On en a bien d'autres, des intérêts, bien d'autres que celui-là. Et puis, dans le même temps, de façon plus positive sans doute, et parmi les éléments positifs des prises de conscience récentes, mais aussi effectivement des inflexions supplémentaires que la période de confinement a pu donner, on se dit de plus en plus, mais si on travaillait mieux avec ce qui est proche de nous. Et figurez-vous que les entreprises se le disent aussi. J'aimerais bien, moi aussi, travailler plus et mieux avec les gens qui m'entourent, mais je ne sais pas trop comment faire. Je n'ai pas le temps de m'intéresser aux travaux du conseil municipal, c'est vrai. Je ne comprends pas toujours tout, je ne sais pas toujours qui fait quoi, c'est vrai aussi. Mais nous, derrière, on est aussi en droit d'attendre un certain nombre de choses aussi de la part de nos acteurs économiques, notamment le respect d'un certain nombre de règles de base. Je suis quelquefois surpris, ce n'est pas la majorité, mais de voir que quelques-uns, parce qu'ils sont acteurs économiques, s'affranchissent des horaires d'entrée et de sortie des poubelles. Oh bah oui, je n'ai pas le temps, ce n'est pas le jour, ce n'est pas le bon moment, etc. D'accord, oui, règlement qui s'applique pour tout le monde. Alors ça, c'est la partie bâton, mais il y a toute la partie carotte. On peut aujourd'hui imaginer assez facilement que peut-être, non pas en donnant un piston, si je puis dire, mais par exemple pour quand on va chercher des stagiaires, quand on va chercher des renforts, quand on va chercher des alternants, on se dise aussi, s'il n'est pas très loin de chez moi, il sera peut-être plus facile à transporter, il sera peut-être aussi plus à l'aise dans son contexte de travail. Et donc, c'est peut-être intéressant aussi que je m'intéresse à cette préoccupation-là. Et puis, il y a évidemment tout le spatial. On a la chance, ici à Villers, d'avoir globalement des zones, que ce soit les zones d'habitat d'un côté ou les zones d'activité de l'autre, qui sont clairement identifiées. Les zones de commerce et de services, professions libérales, tout ça, c'est assez clairement défini. Et ça marche. Donc, c'est une chance. Mais il faut aussi non seulement les préserver, mais aussi savoir s'adapter à l'évolution. Moi, je suis frappé de voir le développement très important de gens qui ont leur entreprise à la maison. Je ne parle pas du télétravail, de gens qui ont leur entreprise à la maison. Et c'est intéressant certainement, bien sûr, y compris dans le terme de cadre de vie, en termes d'économie, en termes de tout ce qu'on veut. Mais ça pose aussi des sujets. Ce n'est pas tout à fait récent, et je crois que les choses se sont améliorées, mais une fois le cas d'une entreprise à la maison qui nécessitait des livraisons relativement importantes. Quand vous êtes dans une zone résidentielle, la livraison, ce n'est pas toujours facile. Ça peut même être assez casse-pied.
Donc, toutes ces mutations-là, toutes ces intentions de faire et de faire ensemble, je pense que c'est intéressant aujourd'hui, non pas du tout en se substituant à quelque compétence que ce soit. Aujourd'hui, il y a 2 collectivités qui ont des compétences économiques, c'est la région et les métropoles. Ce n'est pas du tout de faire leur boulot. On ne va pas devenir demain des agents immobiliers, des développeurs, aller chercher des entreprises je ne sais où, les prendre à vendeur, les machins, que sais-je encore. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire à un moment donné, on doit avoir ce regard croisé et interactif avec notre corpus économique. Alors, comme c'est listé dans la délibération, nos entreprises elles sont extrêmement diverses. Le premier employeur du territoire villarois s'appelle Wellcop Pharmagest, plus de 300 salariés. Et puis vous avez un nombre non négligeable de gens qui sont auto-entrepreneurs, quelquefois d'ailleurs en activité complémentaire. Ils restent des agents économiques aussi à part entière. Bien sûr, il y a tout le commerce, bien sûr, il y a toutes les professions libérales, il y a l'économie sociale et solidaire, il y a un tissu assez diversifié. Donc, on vous propose 4 collèges qui réuniront 2 à 6 membres. C'est l'idée de voir... Alors, je vais vous dire, ne faites pas les comptes pour dire tel collège a la majorité ou les élus ont la majorité ou le machin. Ce n'est pas un endroit où on va voter. C'est un endroit où on va prendre en compte les préoccupations des entreprises et corrélativement aussi celles de la municipalité. Donc on vous propose un collège PME-PMI qui associe forcément au moins un représentant du plateau, un collège profession libérale, elles sont nombreuses chez nous, un collège artisan-commerçant, et on identifie là la seule association, ce n'est pas de leur donner un rôle plus important que les autres, mais nous avons la chance d'avoir une association de commerçants sur le territoire, donc on la reconnaît comme telle. Un collège de personnalités qualifiées qui inclura un représentant de l'Université de Lorraine. C'est un acteur économique et social comme un autre. Il nécessite du transport. Il présente des opportunités. Il héberge un certain nombre de sociétés ou de start-up ou de sujets en devenir. Et puis, on vous propose 10 élus représentant le conseil municipal pour qu'on ait justement la diversité la plus importante des différentes responsabilités et compétences. Comment il va travailler ? Eh bien, comme il en aura envie. Les sujets sont très ouverts, puisque c'est recueillir les avis et témoignages des acteurs concernés et apporter l'expertise sur les sujets traités, examiner les adaptations aux politiques publiques. Je vous dis, un sujet fondamental, parce qu'on l'a parfois vu, y compris jusqu'à un certain degré d'opposition, mais les mobilités. Les Villarois se déplacent, les gens qui travaillent dans les entreprises et les associations villaroises se déplacent aussi, figurez-vous. Eh bien, à un moment donné, plutôt que de se dire, comme on l'a entendu parfois, ah bah oui, mais là on privilégie parce qu'il faut monter sur le plateau pour faire plaisir au CHU, pour faire plaisir à je ne sais quoi, etc. Non, à un moment donné, c'est une problématique globale et une problématique d'ensemble. Et il nous est d'ailleurs tout à fait autorisé, aux résidents villarois, de surfer sur l'activité qu'apporte notamment la zone de Brabois, pour pouvoir demander un meilleur service de transport en commun. Si on n'a personne à côté de chez nous, il n'y a pas un bus qui viendra nous chercher nous-mêmes, sinon ça s'appelle un taxi, c'est un autre sujet. Et donc tout ça, c'est un vrai travail, bien sûr, qu'il faut pouvoir mener à bien. Je ne serai pas complet, même si ce n'est pas dans la délibération, si je ne vous indiquais pas qu'il faut aussi que ce comité soit capable d'avoir une forme de travail en cohérence avec les espaces voisins. Et tout particulièrement avec Vendeuvre, non pas que nous n'ayons pas
complicité ou de points d'intérêt commun avec l'Axou ou avec Nancy, mais c'est vrai que vous n'avez sans doute pas tout à fait en tête la zone de partage entre Villers et Vendeuvre sur la Technopole, mais il y a une espèce de biseau étrange qui fait qu'on coupe en deux déjà un nombre très important d'implantations d'entreprises, mais que derrière, on coupe aussi les rues, on coupe aussi tous les aménagements publics qui font qu'il faut nécessairement, bien sûr, qu'on puisse travailler avec ses voisins, qui ont d'ailleurs, pour ce qui concerne Vendeuvre en tout cas, l'intention de créer un comité. Alors, ce sera peut-être légèrement différent en termes d'organisation chez eux, mais il faudra évidemment que les comités se parlent. Nous vous proposerons aussi que ce comité, qui est placé formellement sous la présidence du maire, parce que c'est, je crois, même un peu obligatoire sur un comité municipal, soit animé et soit présidé en réalité par un acteur économique, enfin par quelqu'un qui a une bonne connaissance de l'activité économique, qui n'est pas très loin, qui est là ce soir. Ça c'est dit. Voilà, et pour moi, j'en ai terminé. Y a-t-il des questions, des commentaires? Oui, Valérie. Alors, autant je peux penser effectivement que la création d'un comité économique Villeroy peut être pertinent, autant j'ai encore quelques questions sur les articulations, enfin sur en fait ce que cela va apporter très concrètement, à la fois au niveau de la commune, mais aussi plus largement au niveau de la métropole. Il y a eu annonce de la création d'une agence d'attractivité au sein de la métropole. Il me semble intéressant, du coup, que ce type de comité économique, si tant est qu'il existe aussi sur les autres communes, puisse avoir aussi quelque part des connexions avec cette agence d'attractivité, en tout cas puisse directement ou indirectement alimenter la réflexion en ce sens et faire ainsi participer à la réflexion Villers-lès-Nancy. Je me pose également des questions sur les connexions qu'il y aura au niveau du conseil municipal dans voilà, ce qui émergera de ce comité économique et voir voilà, aussi comment sont désignés les élus qui représenteront le conseil municipal. Donc j'ai 3 questions sur ce comité. Alors on va aller du plus technique au plus philosophique, si je puis dire. Sur la désignation, sur les 10 membres, il est proposé que, conformément aux proportions habituelles au sein du Conseil, 8 membres proviennent de la majorité et 2 de la minorité, pour lesquels on va ajuster les noms si vous avez pu le finaliser. Sur l'association des travaux du comité économique, il ne m'appartient pas, donc encore une fois, de déterminer comment il veut travailler, mais je pense que s'il advenait que le comité économique imagine de peut-être faire un rapport chaque année des travaux et des priorités qui semblent ressortir de son activité, je pense que ce serait une bonne chose. Alors, sur le point 3, une petite correction. Ce qui a été annoncé et qui est en cours de création, c'est une agence de développement économique. Pas tout à fait la même chose qu'une agence d'attractivité qui d'autres fonctions et qui serait trop exclusivement centrée sur je vais attirer des entreprises chez moi. Commençons déjà, et c'est déjà la mission aussi à laquelle doit participer le comité économique, commençons déjà par faire en sorte que les entreprises que nous avons sur notre territoire trouvent les voies et moyens, dans le respect de l'environnement au sens très global qui les entoure, de poursuivre et accentuer autant que possible leur activité.
Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a des liens très, très directs. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, j'étais à Ludre cette semaine, les entreprises, comme les habitants, quand ils ont un problème, ils se tournent vers leur maire. Et que leur maire, dans le cas des entreprises, il est souvent bien démuni. Notamment aujourd'hui où il manque effectivement sur ce territoire une véritable agence de développement économique. Pas nécessaire d'en refaire toute l'historique parce qu'il y en aurait un petit peu pour tout le monde. Donc je pense que bien évidemment il y a forcément un travail entre ce comité et l'agence de développement économique. D'abord parce qu'il faudra que l'agence de développement économique elle-même, elle soit bien les deux pieds dans sa glaise et les deux pieds dans son territoire, et qu'elle le connaisse, ce territoire. Donc, le premier sujet, c'est qu'il faudra que les gars et les filles de l'agence, ils commencent par venir dans les communes, ils commencent par comprendre le territoire, ils commencent par savoir quelles sont les préoccupations des uns et des autres. Ce sera la meilleure façon pour elles et eux de gérer le développement de leurs ressortissants économiques. Et puis, bien entendu, le comité économique, il ne va pas résoudre une question de foncier. Je prends une de celles que j'ai traitées il y a quelques jours. Une entreprise, il y en a, veut se développer. Il y en a sur la technopole, de surcroît sur la technopole de Brabois, à Vendeuvre en l'occurrence. Bon, évidemment, si c'était à Villers, le comité économique n'a pas la réponse à ça. Il ne va pas chercher à répondre à ça. Mais il va chercher, le cas échéant, si la demande lui arrive, pourquoi pas d'ailleurs, à orienter vers l'agence de développement économique. Parce qu'on passe son temps, dans ce pays, à inventer des guichets uniques. Et en général, pour réaliser un guichet unique, on crée un guichet. Et ça, c'est pas la bonne méthode. Ça, c'est pas la bonne méthode. Là, d'ailleurs, on ne crée pas un guichet, on crée une vraie fonction sur l'agence de développement économique, qui n'est aujourd'hui pas réalisée de façon satisfaisante. Encore une fois, l'histoire des non-engagements ou des désengagements successifs pourrait être faite, mais ce n'est pas ça l'important. Donc en fait, on a besoin de l'outil, donc on crée l'outil. Après, fatalement, des guichets, il y en a plein. Et fatalement, c'est comme ça. C'est comme ça parce que les relations interpersonnelles sont celles-là. Ce qui compte, c'est que quel que soit le guichet où l'entreprise va arriver, on lui donne la même réponse avec la même rapidité et avec la même efficacité. C'est ça qui compte. Et à partir de là, plus le capteur est proche, même s'il n'a pas lui-même la compétence, plus ce sera efficace. Donc le but du comité économique n'est pas celui-là. Le but du comité économique est de traiter des questions de proximité, mais qui peuvent avoir quelquefois des dégagements ou de déploiements extrêmement importants. Quand une entreprise me téléphone il y a quelques semaines pour me dire « j'ai regroupé l'ensemble de mes salariés sur un seul site, il ouvre dans 8 jours et il n'y a pas d'eau », c'est un problème. C'est un problème de proximité, ce n'est pas un problème de marché international, ce n'est pas un problème d'approvisionnement, ce n'est pas un problème de structure des fonds propres, mais c'est un sacré problème. Et donc, ça, par exemple, il n'est pas exclu que le comité, on lui décroche son téléphone et qu'on lui dise « j'ai pas d'eau dans une semaine ». Ce qui compte après, ce n'est pas le comité qui va venir avec ses petits bras forts faire des tuyaux, mais ce qui compte après, c'est que l'aiguillage se fasse. Donc ça, aujourd'hui, si on n'a pas le bon capteur, et si on n'a pas l'habitude, c'est une habitude qui n'a pas été prise historiquement, parce que la technopole de Brabois est une structure qui s'est construite de façon complètement différente, par exemple, du Dynapôle de Ludre. Le Dynapôle de Ludre, c'est une volonté municipale qui dit « je vais réserver là des terrains pour les entreprises », et Charles Chaunet, pour le nommer, Charles Chaunet qui dit « je vais faire ça ».
C'est son Dinapôle, et aujourd'hui c'est le Dinapôle de Pierre Boileau. Nous, pas du tout. C'est pas ça qui s'est passé, si je parle de la zone de Brabois. Donc il faut qu'on se réapproprie ce territoire, il faut qu'on les connaisse mieux, il faut qu'on soit aussi capable de temps en temps d'obtenir. Vous voulez un truc tout con? Un truc tout con. Il y avait il y a quelques mois un projecteur d'une grande société juridique, pas celle de Bertrand Folz, une autre, qui était mal dirigée. C'était fait pour qu'on voie l'enseigne, hein, les gars, ils avaient pensé bien faire, mais il était mal dirigé. Des milliers de gens sur l'avenue Paul Muller étaient gênés tous les jours. Il faut résoudre ça. C'est tout petit, mais ça fait du bien, je vous assure. Ça fait de la sécurité routière, ça fait du confort, ça fait du bien. Donc, des trucs comme ça, il y en a plein, et les entreprises ne savent pas. Les types, ils m'ont dit tout de suite, mais bien sûr, on vous le fait tout de suite, mais on ne savait pas. Voilà. Donc, c'est ces petites choses, et ces petites choses qui peuvent au final faire du bien. Voilà. D'autres remarques? Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Étonnant. Pour les représentants, je vous propose Valérie Rampon, Annie Laurin, Stéphane Klopp, Éric Ancel, Bertrand Folz, Francis Sigrist, Anne Touvenot-Stemlen, Nathalie Angèle, Sylvie Mangeon et Ismaïla Itmeziane. Voilà. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il déjà un vote nominatif? Pas. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Étonnant. Alors, désignation d'un délégué à la prévention routière. Je vous propose, eu égard à l'investissement très important que font nos policiers municipaux pour chaque année travailler avec la prévention routière, la désignation d'Éric Ancel. Y a-t-il des oppositions? Abstentions? Merci. Admission en non-valeur et créance éteinte. Un bon petit marronnier qui reprend. Donc, la trésorerie transmet régulièrement à la commune les créances qu'elle n'a pas pu recouvrer. Elles sont de deux types. Il y a les créances que l'on appelle éteintes, c'est-à-dire qui seront définitivement irrecouvrables puisqu'elles font suite à des décisions judiciaires de surendettement ou d'insuffisance d'actifs. Ou alors, le deuxième type, ce sont les créances admises en non-valeur, c'est-à-dire qu'elles pourraient être éventuellement recouvrées si la personne revenait à meilleure fortune. Dans les deux cas, les dépenses irrecouvrables se traduisent par une dépense de fonctionnement aux articles 6542 et 6541. Depuis juin dernier, donc, la trésorerie nous a notifié une liste de créances éteintes pour une valeur de 316,09 € et une liste de créances présentées en non-valeur pour un montant de 2476,46 €. En fait, ce montant est très important, c'est très rare, c'est la première fois que ça arrive. Ce sont une multitude de petites créances de 1 € et surtout 2 créances importantes qui sont liées à des personnes qui sont décédées et sans personne pour la succession ou des personnes qui ont refusé la succession. C'est pour ça qu'elles ne pourront pas être recouvrées. Il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte des jugements de surendettement de divers débiteurs, entraînant donc l'extinction de leurs dettes pour un montant de 316,09 € et de se prononcer favorablement sur l'admission en non-valeur des créances présentées par la trésorerie à hauteur de 10 476,76 €. Merci. Des remarques? Des oppositions? Des abstentions? Merci pour le trésorier. ALSH, une précision sur le tarif délibéré à l'été 2020, très attendu. Didier Bégoin. Monsieur le maire, mes chers collègues, oui, comme vous le savez, donc lors du conseil municipal du mois de juin, on avait mis donc en place un accueil de loisirs. Et donc cet accueil de loisirs qui a fonctionné du 6 juillet au 21 août, on avait appliqué les tarifs de l'association familiale de la ruche de Clerlieu entre 22 et 24 € par jour selon le quotient familial. Et on avait omis, c'est vrai, de prévoir
un tarif dégressif par rapport aux familles ayant plusieurs enfants. Donc cette libération le prévoit, appliquée pour une déduction de 10% du tarif pour le deuxième enfant et de 20% du tarif pour le troisième enfant et plus. Je tiens donc, puisque j'ai la parole par rapport à cet accueil de loisirs donc, qui s'est déroulé dans de parfaites conditions, à remercier tous nos partenaires qui se sont associés, donc aussi bien la MJC Savine, le Pôle Action Jeunesse et les associations sportives comme le Ville-et-Nancy Tennis Club et puis le VTT Fun Club. Vraiment, remerciements à toutes les associations, aux services aussi qui se sont beaucoup investis, à ma collègue Pascal Tilly. Les remercier par rapport à donc, leur réactivité et puis donc un programme qui a été intéressant, d'animation intéressante et attractive et adaptée avec la crise sanitaire. Vraiment, on a eu un programme totalement complémentaire et c'est ce qu'on pouvait craindre, on a pu répondre à toutes les demandes de nos jeunes Villaroises et Villarois. Et donc, bien sûr, je lirai il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de cette modification avec la déduction de 10% et de 20% pour le troisième enfant et plus. Merci. Des remarques? Je voudrais, moi, rapidement, effectivement, remercier les élus et les services qui se sont engagés sur ce travail absolument titanesque. Ils ont eu 15 jours pour suppléer à la défection de la ruche qui n'était pas en mesure de faire face. Et avec ça, l'ensemble, comme le dit Didier, des Villarois qui se sont présentés ont pu être accueillis dans des conditions de qualité et de tarification, une fois réalisé cet ajustement qui, je crois, a été annoncé par anticipation, bien sûr, aux familles, qui étaient exactement les mêmes que celles de la ruche. Et avec en prime un protocole sanitaire. Et donc, je dis les élus et les services, mais comme Didier l'a dit, je crois qu'il faut associer aussi les associations villaroises qui ont été absolument exceptionnelles. Ça fait du bien de temps en temps. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Blandine Souvet, indemnisation pour un fonctionnaire des congés non pris du fait de la maladie avant décès. Au terme de la réglementation en vigueur, les congés payés annuels des fonctionnaires, un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a posé une exception en cas de fin de relation de travail. Deux situations ont été envisagées et prévues par délibération. Les congés annuels non pris du fait de la maladie avant l'admission à la retraite ou du fait de la maladie avant licenciement pour inaptitude physique. Il convient de prévoir une nouvelle situation, celle des congés annuels non pris par un fonctionnaire du fait du décès de l'agent. Aussi, il est proposé de valider le principe de payer les congés non pris pour cause de maladie d'un agent décédé, au même titre qu'un agent admis à la retraite ou licencié pour inaptitude. C'est-à-dire que l'indemnisation pourra être accordée pour un maximum de 20 jours de congés annuels par période de référence, par année. Et pour les reports qui sont supérieurs à 1 an, la limite est de 15 mois. En ce qui concerne la valeur, ce sera 1/30 du salaire brut du dernier mois de l'année concernée, multiplié bien sûr par le nombre de jours restants dans la limite des 20 jours. De plus, afin d'éviter la consultation du conseil municipal à chaque nouvelle situation du même type, il est proposé de libeller un libellé plus général de la délibération. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser l'indemnisation à un fonctionnaire des jours de congé annuels non pris du fait de la maladie avant le décès, avant un licenciement pour inaptitude physique, avant l'admission à la retraite ou avant toute situation mettant fin à la relation de travail. Merci. Je sais que
sans doute, en tout cas moi ça a été mon réflexe, beaucoup pensaient que c'était déjà le cas. Et puis, quand vous y êtes, et vous l'avez compris, j'imagine, quand vous y êtes directement confronté, bien, on vous apprend que ce n'est pas le cas. Donc, je vous invite tous et toutes à approuver cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup pour les bénéficiaires. Blandine Souvet, mise à jour du tableau des effectifs. Il s'agit donc de la mise à jour du tableau des effectifs suite à l'évolution de carrière d'une quinzaine d'agents au titre de l'année 2020. Les nouveaux postes remplacent les anciens postes. Il n'y a aucune création de poste. Il s'agit uniquement d'avancement de grade. Merci. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Francis Sigris, les ouvertures dominicales des commerces de détail sur le territoire de Villers pour l'année 2021. Vous m'entendez? Oui. La loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'attractivité et l'égalité des chances économiques est venue modifier les dispositions applicables en matière d'ouverture dominicale des commerces de détail. Parmi les évolutions figurent plusieurs aménagements relatifs à la capacité de dérogation relevant du pouvoir de police des maires, communément appelés les dimanches du maire. Ce texte prévoit ainsi que pour les commerces de détail non alimentaires, il peut être dérogé au repos dominical dans la limite de 12 dimanches par an. Cette évolution législative offre ainsi la possibilité aux commerçants non concernés par des dérogations nationales ou sectorielles, par exemple dans les secteurs de la restauration, vente de fleurs, etc., d'être ouverts plus souvent s'ils le souhaitent et si les salariés sont volontaires. Elle permet également d'inscrire les ouvertures dans un calendrier annuel préalablement défini et collectivement coordonné à l'échelle intercommunale. En effet, au-delà de 5 dimanches, la décision du maire doit être prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant cette saisine, cet avis est réputé favorable. Cette dynamique collective découlant de la coordination entre l'ensemble des communes de la métropole engagée depuis 2 ans a pour objectif de générer une attractivité commerciale plus forte, potentiellement en lien avec les événements festifs et commerciaux qui rythment la vie locale. Cette méthode de concertation a été retenue dans le cadre de la stratégie de développement commercial de la métropole adoptée le 13 janvier 2017. Afin de poursuivre dans cette voie et de renforcer plus encore la dynamique commerciale sur le territoire, il est proposé, s'agissant des ouvertures dominicales pour l'année 2020, de renouveler ce calendrier et d'acter une position commune de principe consistant à fixer un socle commun de 8 jours d'ouverture pour l'année 2021, soit les 3 janvier 2021, 27 juin 2021, 21 novembre 2021, 28 novembre 2021, 5 décembre 2021, 12 décembre 2021, 19 décembre 2021 et 26 décembre 2021. Il est demandé au Conseil municipal d'acter la volonté de la ville de Villers-lès-Nancy d'offrir la possibilité aux commerces de détail d'ouvrir les 8 dimanches constitutifs du socle commun établi par la métropole du Grand Nancy. Merci Francis. Des questions? Gilliane? Vous avez, Charles? C'est moi. Oui, excusez-moi, en fait, en discutant entre nous, on s'est aperçu que c'est une délibération qui n'avait pas été traitée en commission. Le sujet du travail le dimanche, il est délicat, donc on aurait voulu, nous, avoir plus d'éléments pour pouvoir se positionner. Et étant donné qu'on n'a pas ces éléments, on fera le choix de l'abstention, tout simplement. Voilà. Merci. On sait pourquoi ce n'est pas passé en commission? Je ne sais pas. Non. Je ne sais pas. Jean-Marc, quelqu'un sait pourquoi on n'a pas passé? Alors, c'est un raté des services. En toute franchise, je vous la retirerai volontiers,
La difficulté, c'est que, comme c'est expliqué dans la délibération, l'ensemble des communes sont amenées et invitées à se coordonner pour l'exercice. Et donc, je pense qu'il faut que la décision finale qui est rendue soit rendue dans des délais qui ne nous permettent pas, malheureusement, de la retirer. Mais je suis désolé pour cet oubli. Effectivement, l'activité commerce n'est peut-être pas de façon évidente et visible dans une commission ou dans une autre. Oui, il devrait être aux finances, puisque nous avons une adjointe aux finances et à l'économie. Et elle peut. Non, toutes nos excuses, mais je peux pas malheureusement, je crois que je peux pas la retirer. D'autres remarques? Valérie? Effectivement, donc ça n'a pas pu être débattu en commission, mais j'ai quand même quelques questions sur, on va dire, la pertinence de ce type d'ouverture des commerces non alimentaires dans une ville périphérique de Nancy comme Villers-lès-Nancy. On sait, le bilan au niveau de la métropole, et notamment parce que ça concerne surtout le cœur de ville de Nancy, on sait que les ouvertures dominicales n'ont pas tout le succès, en tout cas escompté. Certes, quand c'est quelques jours avant Noël, ça marche plutôt bien, mais quand c'est disséminé au fil de l'année, on sait que ça ne marche pas tant que ça. Est-ce qu'il y a eu, au niveau de Villers-lès-Nancy, une enquête, ou en tout cas, est-ce que les commerçants ont été questionnés sur la pertinence de ce type d'ouverture, comment ils se positionnent par rapport à ce type d'ouverture? Et est-ce que ça représente réellement un intérêt pour eux de pouvoir être ouverts sur ces 8 dimanches dans l'année? Alors, quelques éléments de précision. D'une part, l'ensemble des commerçants concernés a été dûment consulté et individuellement consulté. D'autre part, la délibération qui vous est soumise est une délibération ouvrant une possibilité. Il n'y a pas d'obligation d'ouvrir sur les dimanches qui sont indiqués. Troisièmement, et j'avoue que ça me convient bien à titre personnel, comme ça je l'aurais dit, nous sommes dans la catégorie des communes, des 20 communes, enfin 19, parce que je crois qu'une commune n'a pas de commerce, dans l'intégralité des 19 communes, nous sommes les plus bas en nombre de dimanches ouvrables. Enfin, en revanche, je trouverais tout à fait inopportun qu'il soit possible d'ouvrir un commerce d'un côté du boulevard d'Aussonville, je prends ça au hasard, et pas de l'autre. Donc, à un moment donné, quand on se coordonne avec des versions minimum et maximum, et nous avons choisi la version minimum. Voilà. D'autres remarques? Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Notre conseil est terminé. Nous nous retrouverons, après avoir déposé des chrysanthèmes, nous nous retrouverons le 2 novembre prochain. Exactement, je préfère pas dire ce que me dit mon voisin. Je vous remercie de cette presque unanimité et de cette sensibilité exceptionnelle à la vie économique. Allez, bonne soirée.